Quand j'avais 21 ans, je venais tout juste de devenir policier et je venais aussi de me faire larguer. Un ami m'a donc suggéré de m'inscrire sur Tinder. En tant que jeune flic de 21 ans, j'avais cette mentalité de « je suis invincible et je peux affronter n'importe qui ». Je sais, c'est une mentalité un peu toxique, mais restez avec moi pour cette histoire. Je suis tombé sur une fille très attirante, bien au-dessus de mes espérances. On a discuté et on a finalement organisé un rendez-vous. Elle m'a dit qu'elle connaissait un super champ ouvert pour regarder les étoiles et traîner, et que l'on pourrait se retrouver chez elle. Le soir venu, j'étais excité, et elle semblait l'être aussi quand je suis venu la chercher. Elle m'a guidé jusqu'au champ, et c'était vraiment sympa. Un grand espace ouvert, entouré de bois, avec des cerfs et d'autres animaux sauvages dans le coin. J'ai remarqué des phares très faibles au loin. Puis une camionnette a commencé à rouler vers nous et s'est arrêtée juste devant nous, assez près pour presque nous bloquer le passage. J'ai dit à la fille de rester dans la voiture et que j'allais aller voir ce qu'il se passait. J'ai pris la lampe torche que j'avais dans ma voiture et je suis allé jusqu'au côté conducteur de la camionnette. Un homme assez costaud était à l'intérieur. Je lui ai demandé ce qui se passait et s'il pouvait reculer un peu sa voiture. Il était en fait très poli et m'a dit qu'il était le propriétaire du terrain. Il ne voulait pas nous effrayer, mais il m'a expliqué qu'il avait des problèmes avec des braconniers et qu'il voulait s'assurer que nous n'étions pas là pour chasser. Je lui ai assuré que nous étions simplement venus pour observer les étoiles et la faune, et il a semblé parfaitement d'accord avec ça. Il m'a souhaité un bon rendez-vous, puis il est parti. Après cela, la fille n'arrêtait pas de texter. Environ 1 heure plus tard, j'ai de nouveau vu des phares approcher, cette fois à toute vitesse. Nous avons sauté dans la voiture et je l'ai déplacé dans une position plus défensive. C'était le même homme. Il s'est approché assez près pour presque percuter ma voiture. À ce moment-là, elle a sauté hors de la voiture et a couru vers lui. J'ai tout de suite compris que j'étais dans une situation compliquée. Je suis sorti et leur ai ordonné de reculer et de se mettre au sol, mais aucun des deux n'a obéi, évidemment. L'homme a ensuite chargé dans ma direction et m'a fait tomber au sol. Heureusement, j'ai réussi à le retourner sur le dos et à me relever. J'ai vu mon rencard attraper une barre de métal dans la camionnette. Elle m'a dit qu'ils avaient une arme à feu et que si je leur donnais mon argent et mon camion, je ne serais pas blessé. Bien sûr, avec ma mentalité de « je suis invincible », j'ai dit non. Elle a commencé à pleurer en disant qu'il ne voulait pas me faire de mal. L'homme s'est alors dirigé de nouveau vers la voiture. C'est à ce moment-là que je leur ai dit que j'étais policier. J'ai sorti mon arme dissimulée et leur ai ordonné de se coucher au sol. Après un moment de choc, ils se sont finalement exécutés. J'étais sur le point d'appeler le 911 et de donner mon nom et mon matricule. Je leur ai dit que je tenais 2 personnes en joue et que j'avais besoin de renforts immédiatement. J'ai donné à la centrale les meilleures indications possibles pour localiser ce champ. Pendant que j'étais au téléphone, ils se sont enfuis. Encore une fois, avec ma mentalité de jeune flic inexpérimenté, je les ai poursuivis. Je me suis lancé à la poursuite de l'homme qui avait couru dans les bois autour du champ. Je l'ai poursuivi pendant peut-être 30 secondes, et là, j'ai entendu 3 bruits sourds et j'ai vu des éclairs de bouche d'armes. Mon sentiment d'invincibilité s'est immédiatement évaporé. J'ai couru comme un fou vers ma voiture et je me suis enfui à toute vitesse. Je suis retourné à l'endroit où j'avais récupéré la fille et j'ai rappelé la centrale pour qu'ils envoient des agents à cette position. Bien sûr, les premiers à arriver furent de mon sergent et mon officier formateur. Évidemment, ils étaient tous deux très compréhensifs et ne m'ont pas fait de reproches, mais les mots les plus utilisés ont été « idiot » et « bleu stupide ». Je suis monté dans leur voiture et nous sommes retournés au champ. Heureusement, la camionnette était toujours là. On m'a dit de me taire et de ne sortir que si des coups de feu étaient tirés. Ils ont sécurisé la zone et ont commencé à fouiller la camionnette. Ils ont trouvé de la méthamphétamine juste sur la console centrale et ont fouillé tout le véhicule. Ce qui m'a vraiment fait peur, c'est quand mon officier formateur et mon sergent sont revenus vers la voiture de patrouille, pâles et horrifiés, et m'ont dit de venir voir à l'arrière de la camionnette. À l'arrière, il y avait plusieurs couteaux, du ruban adhésif, de l'essence à briquet, une grande quantité de munitions pour fusil, des menottes et ce qui ressemblait à du sang séché. Sur le siège passager avant,
Nous avons trouvé un fusil de style AR-15 et 2 autres pistolets. Nous avons immédiatement appelé des renforts et des détectives. Après enquête, il s'est avéré que ce n'était pas du sang, mais les plaques d'immatriculation avaient été volées et la camionnette avait été déclarée volée. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à digérer tout cet incident, mais heureusement, personne n'a été blessé. Une chose est sûre, je n'utiliserai plus jamais de site de rencontre en ligne. Il y avait une fille à l'école qui s'appelait Amélie. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, elle était très silencieuse, et honnêtement, je la trouvais un peu étrange. Mais j'avais aussi l'impression que ce serait bien de devenir son amie. On a commencé à discuter et il s'est avéré qu'elle était vraiment gentille. Nous sommes rapidement devenus les meilleurs amis. Cela en est venu au point où je passais tous mes week-ends chez elle. Et ensuite, nous allions ensemble à l'école à pied. Même à cet âge-là, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez son père, Kevin. Il s'intéressait beaucoup à moi et essayait toujours de jouer avec moi, genre se bagarrer pour rire et tout ça, ce qui était déjà étrange en soi. Chaque fois qu'il était dans les parages, je me sentais mal à l'aise. C'était un homme petit et gros, avec des cheveux gris et blancs. Il avait toujours un drôle de sourire sur le visage et des yeux très écarquillés. Ça a commencé par des choses anodines, comme me voler un peu de ma nourriture quand je ne regardais pas, puis il riait et mettait ses bras autour de mes épaules pour s'excuser. Il était toujours là, peu importe où nous étions, que ce soit à l'étage, au rez-de-chaussée ou dehors. Il rôdait toujours dans les parages. Un jour, la grand-mère d'Amélie, la mère de sa mère, était en visite. Kevin l'a embrassée sur la bouche pour lui dire bonjour, ce qui était déjà très étrange, mais ça a ensuite viré au baiser le plus long et le plus gênant que j'ai jamais vu. Tout le monde, sauf moi et Amélie, trouvait ça drôle. Amélie souriait quand sa famille la regardait, mais j'étais horrifié. Peut-être que je n'aurais pas dû retourner chez elle après ça, mais je me sentais obligé de le faire, pour Amélie. Peu de temps après, on jouait dans sa chambre quand Kevin est entré et a commencé une dispute sans raison apparente. Ça s'est envenimé. Et il a pris des sacs poubelles en disant qu'il allait jeter tous ses jouets. Bien sûr, une fillette de 11 ans va être folle de rage si elle pense que ses poupées vont être jetées. Donc Amélie était hystérique. Nous l'avons suivi en bas où il lui a dit que si elle lui parlait encore comme ça, elle le regretterait. À ce moment-là, il a commencé à enlever sa ceinture. Quoi ? Amélie m'a poussé vers la porte d'entrée, juste devant l'escalier, pour qu'on puisse s'enfuir, mais elle riait à moitié, comme si elle essayait de me convaincre que ce n'était pas grave, mais je pouvais voir que ça l'était. Je suis sorti, mais quand je me suis retourné pour l'attendre, Kevin a claqué la porte, mais pas celle du porche. Et là, tout ce que j'entendais, c'était Amélie qui criait à plein poumon. J'avais tellement peur, mais je ne voulais pas la laisser seule, donc je suis resté planté là. Finalement, j'ai trouvé le courage de rentrer et je suis monté à l'étage. Amélie était là, en train de brosser les cheveux de sa poupée. Elle m'a souri, mais son visage était couvert de larmes séchées. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que je devais la protéger, alors j'ai continué à aller chez elle sans rien dire à ma mère. Une nuit, je me suis réveillé parce que j'avais soif. Nous étions assez proches de la cuisine pour que je puisse aller chercher un verre toute seule, alors je suis descendu. Kevin était allongé par terre, dans le noir, vêtu seulement d'un caleçon, et il me fixait du regard. C'était terrifiant. Seule la lumière du lampadaire de la rue qui passait par une ouverture du store éclairait légèrement la pièce. Je n'ai pas pris de verre, je suis simplement remonté en courant à l'étage. Après cela, je n'ai plus voulu aller chez eux tant que je ne savais pas qu'ils n'étaient pas là, et je n'y suis plus jamais resté pour la nuit. Je ne suis pas sûr d'en avoir déjà parlé à ma mère, mais je pense que si elle savait, elle irait le tuer. Récemment, en discutant avec Amélie, elle s'est ouverte à moi. Elle m'a envoyé une évaluation de santé mentale qu'elle avait remplie à 10 ans. Elle y racontait s'être réveillée alors que Kevin agressait sa sœur de 15 ans qui hurlait pour appeler Amélie. Elle a aussi raconté qu'il la battait régulièrement. Le plus récent, il y a 2 ans, il l'a battue devant une amie et cette amie a appelé la police. C'était la période de Noël, et ma femme et moi étions chez sa mère dans la maison de son enfance où sa mère vivait désormais seule. Enfin, seule, si on ne compte pas les chats.
La maison était située dans un cul-de-sac calme en banlieue. Si vous imaginez des pelouses fraîchement tondues, des drapeaux français et des trottoirs vides, vous avez tout bon. C'était une maison de plein pied avec un garage attenant à l'avant. Le garage avait 2 portes, en plus de la grande porte électrique, bien sûr. L'une des portes menait au jardin et à l'arrière de la maison, et cette porte avait une vieille chatière, vestige de l'époque où leur bon vieux Max était encore là. Repose en paix, Max. Cette chatière avait été bouchée avec un morceau de bois cloué, ce qui m'avait toujours un peu mis mal à l'aise. Mais je me disais que ça avait été comme ça pendant des années, alors quel pouvait être le pire qui puisse arriver? La deuxième porte menait à la cuisine. Elle aurait pu empêcher une souris de passer, mais pas grand-chose d'autre, certainement pas quelque chose ou quelqu'un de déterminé à entrer. Nous dormions dans l'ancienne chambre de ma femme, située à l'avant de la maison. Il était 3 heures du matin. J'étais dans ce sommeil profond, presque inconscient, quand je l'ai entendu. Le cri. « Qu'est-ce que vous faites ?» C'était la voix de ma belle-mère, résonnant dans le couloir jusqu'à moi. Perdu dans les profondeurs du sommeil, ce cri m'a frappé comme le rugissement d'un moteur d'avion, me réveillant en sursaut. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes. Mais parlons de ce cri. Même si j'étais profondément endormi, j'en ai perçu l'urgence. Ce n'était pas un cri du type « Oh, tu m'as fait peur ». Non, c'était différent. Et je l'ai senti. Pas consciemment, mais cette partie primitive de mon cerveau, héritée de nos ancêtres, savait que quelque chose n'allait pas. J'ai vu et lu beaucoup de récits de crimes, et ce cri a éveillé en moi cette horrible peur, celle qui murmure « ça ne peut pas vraiment m'arriver, si ?» Honnêtement, à cette heure de la nuit, cela ressemblait au cri de quelqu'un sur le point d'être tué. Vous vous demandez peut-être si vous êtes du genre à combattre ou à fuir dans des situations de crise? Moi, je me suis toujours posé la question, et cette nuit-là, j'ai appris quelque chose sur moi-même. Je suis du genre à me battre, car je me suis levé d'un bond et j'ai grogné, oui, grogné, dans la voix la plus virile que je pouvais produire. « Je vais te tuer !» Et je me suis mis à courir. J'ai ouvert la porte de la chambre à toute vitesse et j'ai couru dans le couloir. Là, au bout, j'ai vu ma belle-mère, en chemise de nuit, avec un air de choc absolu sur son visage. Elle était immobile. Nos regards se sont croisés pendant que je courais vers elle. Puis elle a tourné la tête et a regardé directement vers la cuisine. Je l'ai dépassée en toute hâte et ai tourné au coin pour entrer dans la cuisine. La porte en bois léger était réduite en éclats, des morceaux éparpillés partout. À travers le cadre ouvert, j'ai vu que la porte du garage électrique était également grande ouverte. Je me suis précipité dans le garage. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui montait dans une voiture en marche, juste hors de ma vue. À peine arrivé sur l'allée, j'ai vu une voiture démarrer en trombe depuis le trottoir adjacent à la maison. Avec l'adrénaline encore en moi et ne pouvant pas dire non à un tel élan, j'ai fait une bêtise. J'ai couru pieds nus après la voiture. J'ai fait de mon mieux, mais je ne suis pas Michael Johnson, et même lui n'aurait pas pu rattraper une voiture à pleine vitesse. Elle a rapidement disparu au bout de la rue, et je me suis retrouvé seul. La police est arrivée en moins de 3 minutes, ce qui, je dois dire, me rassure beaucoup quant au fait que ma belle-mère vit ici. Ils ont pris nos dépositions. Ma belle-mère a expliqué qu'elle avait entendu un bruit, la porte en bois léger se faire enfoncer, et qu'elle était allée dans la cuisine, où elle était tombée nez à nez avec une cambrioleuse, une femme de petite taille. La police a supposé qu'elle travaillait avec une équipe. Son rôle était de se faufiler par la chatière, d'enfoncer la porte en bois et d'ouvrir la porte de garage pour son complice. Selon eux, les cambrioleurs avaient probablement pensé que la maison était vide. Heureusement, ma belle-mère les a pris par surprise et bien sûr, il y avait aussi mon grognement viril. Mais ce qui compte, c'est que tout le monde était en sécurité et j'ai découvert que j'avais un petit côté combattant en moi. Pour la petite histoire, nous avons acheté la porte en bois la plus lourde que vous puissiez imaginer pour remplacer cette porte légère. J'aimerais bien voir une souris essayer de passer à travers ça. À 22 ans, je travaillais dans un centre commercial lorsque j'étais jeune adulte. Souvent, il faisait déjà nuit quand j'arrivais à l'arrêt de bus, et il y avait pas mal de drogués et de types louches dans les environs. La plupart du temps, ils ne m'embêtaient pas et restaient à l'écart.
Un soir, je marchais un peu plus tard que d'habitude, et j'ai vu un camion avec un homme qui parlait à une jeune fille que j'ai rapidement deviné être une adolescente, car elle paraissait très jeune. Je n'y ai pas vraiment prêté attention au départ. Beaucoup d'adolescents devaient être récupérés après leur travail au centre commercial, surtout ceux qui travaillaient dans la restauration rapide. Parfois, les week-ends, ils faisaient des quarts de nuit. Je me suis dit que c'était peut-être son père qui venait la chercher. En m'approchant, j'ai remarqué que la fille avait l'air bouleversée, mais j'ai pensé qu'ils avaient peut-être eu une dispute. L'homme m'a lancé un regard un peu en colère pendant que je m'asseyais à l'arrêt de bus. J'ai alors entendu l'homme dire à la fille « Allez, ma chérie, tu devrais rentrer avec moi maintenant, maman est inquiète. » La fille reculait lentement, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué son visage terrifié. Cet homme avait clairement bu, il sentait l'alcool, mais il ne titubait pas. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose clochait, et j'ai eu un mauvais pressentiment. Le bus n'arrivait pas avant une demi-heure, et moi-même, je ne suis qu'une petite femme d'1,50 m. Je commençais à douter que cet homme soit son père. Il a répété « Allez ma chérie, monte dans le camion, il est tard ». Je ne savais toujours pas si cet homme était son père ou non, mais j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis tourné vers la fille et j'ai dit « Waouh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ». J'ai commencé à lui parler et elle s'est assise à côté de moi, ignorant l'homme. Il était visiblement furieux et est retourné vers son camion, et je pensais qu'il allait peut-être partir. La fille m'a expliqué que cet homme n'était pas son père, qu'elle ne le connaissait pas, et qu'il essayait de la forcer à partir avec lui. Je lui ai dit « D'accord, reste naturel et continue de refuser. » L'homme est revenu vers nous, cette fois avec son téléphone à l'oreille et une barre de fer à la main. Il a crié « Bon, allez, monte dans le camion, ta mère est furieuse. Et toi, tu devrais t'occuper de tes affaires. C'est une histoire entre un père et sa fille. » Je lui ai répondu qu'il n'était clairement pas son père et qu'il devrait partir avant que les caméras de sécurité ne captent quelque chose d'illégal. Là, il a eu l'air de réaliser qu'il y avait des caméras, mais il semblait déjà trop impliqué pour reculer. Il s'est approché de nous et a attrapé la fille par le bras, essayant de la traîner vers son camion pendant qu'elle se débattait. J'ai essayé de le repousser, mais il m'a dit de ne pas m'en mêler, que c'était une affaire entre un père et sa fille. À ce moment-là, j'ai vu un agent de sécurité à travers la fenêtre du centre commercial. Il m'a fait un signe en me demandant silencieusement si ça allait. J'ai secoué la tête pour lui faire comprendre que non. Il a immédiatement commencé à déverrouiller la porte et a sorti son téléphone, que je suppose qu'il utilisait pour appeler la police. L'homme louche a vu l'agent de sécurité arriver et il a finalement décidé de partir en insultant et en démarrant en trombe. La jeune fille était visiblement sous le choc et pleurait. Ses vrais parents sont arrivés peu de temps après l'incident et j'ai donné mon témoignage à la police avant de leur laisser mon numéro. Je suis vraiment heureuse d'avoir été là ce soir-là parce que je n'ai plus jamais revu cet homme et je n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver à cette jeune fille. J'ai appris par la suite qu'elle n'avait que 15 ans. À un moment, il a même essayé de me convaincre que j'étais aussi sa fille. Cet événement s'est déroulé il y a plusieurs années, donc malheureusement je ne me souviens pas de tous les détails. Mais j'en ai gardé une mémoire assez précise. Cela s'est passé alors que j'avais environ 4 ou 5 ans, un dimanche de Pâques. Ma famille se réunit toujours chez ma grand-mère pour célébrer les fêtes et les anniversaires. Comme nous le faisons à chaque fête, ma mère et moi avons pris la route pour faire l'heure de trajet jusqu'à chez elle. Ma mère préfère vivre loin de l'agitation de la ville, ce qui explique la longueur du trajet. Nous étions probablement à une vingtaine de minutes de notre destination, quand ma mère a remarqué que nous étions un peu à court d'essence. Nous nous sommes donc arrêtés dans cette vieille station-service presque rustique, avec seulement quelques clients à l'intérieur. La station était rouge et blanche, avec quelques décorations festives à l'extérieur et de nombreux autocollants de Pâques collés sur les 2 grandes vitres de chaque côté de la porte. Ma mère, m'ayant appris à ne pas parler aux étrangers ni à ouvrir les portes de la voiture à qui que ce soit d'autre qu'elle, me faisait suffisamment confiance pour me laisser seule dans la voiture pendant qu'elle entrait brièvement pour payer l'essence. Elle m'a dit qu'elle revenait tout de suite avant de pénétrer dans la station. Il faisait bon ce jour-là, donc les fenêtres de la voiture étaient baissées pour que nous puissions profiter de la brise pendant que nous roulions
au lieu d'utiliser la climatisation. Pendant que j'attendais ma mère, je me souviens avoir ajusté les confettis colorés dans mon panier de Pâques à côté de moi, puis regardé par la fenêtre arrière. C'est alors que j'ai vu un homme grand, d'une trentaine d'années environ, s'approcher de ma fenêtre. Il s'est légèrement accroupi et m'a regardé. « Salut, comment tu t'appelles ?» Je me souviens qu'il m'a dit cela. À ce moment-là, je me suis rappelé que je ne devais pas parler aux inconnus. Je lui ai donc répondu que ma maman m'avait dit de ne pas parler aux étrangers. Il m'a alors répliqué « Eh bien, on peut être amis alors. Moi, c'est Charlie. Maintenant que tu sais mon nom, je ne suis plus un étranger, non ?» À l'époque, je pensais qu'il avait raison. Dans mon esprit d'enfant, un étranger était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, donc cet homme n'en était plus un puisque je connaissais son nom. L'homme et moi avons eu une courte conversation dont je ne me souviens pas très bien. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'il m'a dit que j'avais un joli panier de Pâques. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir une sensation de malaise dans le ventre, mais en tant qu'enfant, je ne savais pas pourquoi. Ma mère est ensuite sortie de la station-service, a immédiatement remarqué l'homme et s'est rapidement approchée de la voiture en lui demandant ce qu'il pensait être en train de faire. L'homme a semblé paniqué. Il a attrapé la poignée de la porte et l'a tirée violemment. Mais il s'est rapidement rendu compte que la porte était verrouillée, heureusement. Il a alors passé la main par la fenêtre ouverte et m'a attrapé par le poignet, essayant de me tirer hors de la voiture. Cela m'a évidemment terrifié et, par réflexe, j'ai tiré dans l'autre sens, ce qui l'a poussé à lâcher prise et à prendre la fuite en courant. Ma mère a couru vers la voiture et j'ai déverrouillé les portes. Elle m'a attrapé et m'a serré dans ses bras dans une étreinte si forte que ça en devenait presque douloureux, puis elle m'a inspecté de près, me demandant sans cesse si j'allais bien. J'ai fini avec un léger bleu et une rougeur, là où il m'avait saisi, mais à part ça, j'étais simplement secoué. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce qui venait de se passer, et je me souviens avoir éclaté en sanglots, accroché à ma mère. Après avoir dit que j'allais bien, je ne me souviens plus de rien, mais j'en ai récemment parlé à ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait appelé la police immédiatement après. Encore aujourd'hui, ma mère dit que c'était le moment le plus terrifiant de sa vie et affirme que si elle était arrivée quelques secondes plus tard et avait trouvé la voiture vide, elle n'aurait pas pu s'en remettre. Cela s'est passé il y a très longtemps, je dirais en 2006, et je ne devais pas avoir plus de 4 ans à l'époque. Pourtant, je me souviens encore très bien de la peur que j'ai ressentie lors de cette rencontre. C'était un matin d'été, et bien que le soleil soit déjà levé, il y avait peu de monde dehors. En fait, les rues étaient pratiquement désertes ce matin-là. Ma mère avait décidé d'emmener ma sœur, qui n'avait qu'1 an et qui était installée dans sa poussette, et moi, pour jeter quelques ordures à la déchetterie. Je précise que la déchetterie était assez isolée des maisons voisines, en bordure d'une de ces forêts sombres et profondes de l'est de la Suède. Comme je n'avais que 4 ans au moment des faits, mes souvenirs de cet incident sont flous. Cependant, ma mère se souvient de la majorité des événements, si ce n'est de tout. Elle raconte qu'en arrivant à la déchetterie, elle a immédiatement eu un mauvais pressentiment, l'impression d'être observée. Je me souviens de ce sentiment aussi. Je me sentais mal à l'aise, même si je ne comprenais pas pourquoi j'avais peur. Je suppose que je pouvais ressentir la peur de ma mère. En marchant dans cette déchetterie isolée, ma mère s'est soudainement arrêtée et m'a dit quelque chose qui reste mon souvenir le plus marquant de cette journée. Elle m'a dit mon prénom, puis elle m'a demandé de tenir la poussette aussi fort que je pouvais et de ne surtout pas lâcher, quoi qu'il arrive. Je n'oublierai jamais ces mots. Et surtout, je n'oublierai jamais comment ils m'ont fait me sentir. C'était comme si mon sang s'était glacé. J'étais figé de peur. Ma mère avait une voix ferme, mais même un enfant en bas âge peut sentir quand quelqu'un est terrifié. Ma mère était sans aucun doute effrayée par quelque chose. Le reste de mes souvenirs est flou. Je ne me souviens plus de grand-chose après cela, alors je vais laisser ma mère vous raconter la suite de cette histoire, selon ses propres souvenirs. Voici donc la suite de l'histoire telle que ma mère la raconte, retranscrite dans mes propres mots. Non loin de là où nous nous trouvions, un camion était garé avec un homme assis à l'avant. Rien d'inhabituel en soi. Beaucoup de chauffeurs routiers s'arrêtent au bord de la route pour se reposer. Mais cet homme nous fixait
et il ne s'arrêtait pas. Il me regardait droit dans les yeux, scrutant mon corps du regard avec une détermination effrayante, comme un prédateur fixant sa proie. Il semblait satisfait de la peur qu'il lisait sur nos visages. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent, presque inhumain. Il ne ressemblait pas aux yeux d'un humain, mais plutôt à ceux d'un prédateur. Je me sentais comme une proie prise dans les griffes d'un lion. Je ne pouvais tout simplement pas bouger. C'est à ce moment-là qu'il m'a souri. Un sourire figé, sans vie, accompagné de ses yeux froids et calculateurs. Puis, il a léché ses lèvres, comme pour dire « Je pourrais te tuer si je le voulais ». Je pense que c'est à ce moment-là, durant cette étrange rencontre, que ma mère m'a demandé de tenir fermement la poussette et de ne surtout pas lâcher. Ma mère est une petite femme, mesurant à peine 1,50 m et pesant environ 45 kilos. Elle aurait facilement pu être maîtrisée par cet homme corpulent. Elle m'a plus tard avoué qu'elle craignait qu'il ne sorte du camion, la frappe, et peut-être même tente de nous enlever, moi ou ma petite sœur d'1 an. Nous avons déguerpi rapidement. Nous n'avons pas jeté beaucoup d'ordures ce matin-là. Nous avons juste fait demi-tour et sommes rentrés chez nous aussi vite que ma mère pouvait marcher avec une poussette et une fillette de 4 ans à ses côtés. Nous n'avons jamais reparlé de cet incident jusqu'à très récemment. Cet événement est toujours resté quelque part dans un coin de ma mémoire, comme cette chose étrange qui m'était arrivée quand j'étais enfant. Et chaque fois que je passe près de cette déchetterie, j'ai une sensation étrange au creux de l'estomac. Comme je l'ai mentionné, cela s'est produit vers 2006. Avançons rapidement jusqu'en 2008. Le visage d'une petite fille de 10 ans nommée Engla était à la une de tous les journaux. Elle avait été enlevée, agressée sexuellement, puis assassinée. Le coupable était un chauffeur routier en surpoids, nommé Anders Eklund, aujourd'hui connu comme l'un des tueurs en série les plus célèbres de Suède. Il a été accusé du meurtre d'Engla, ainsi que de l'agression sexuelle et du meurtre d'une femme nommée Pernilla. Il est également soupçonné d'avoir enlevé une autre petite fille, toujours portée disparue, ce qui fait de lui un pédophile, un violeur en série et un tueur en série. Ma mère dit que lorsqu'elle a vu la photo d'Eklund dans les journaux, en particulier quand elle a vu ses yeux froids et familiers, elle a su qu'il était l'homme effrayant de la déchetterie ce matin-là, il y a tant d'années. Même si cela s'est produit en décembre 2019, j'y pense encore tous les jours, car c'était une expérience totalement inédite pour moi. Début décembre, j'avais décidé de faire un peu de shopping tard le soir. Je suis une mère au foyer de 31 ans, avec 2 jeunes enfants. Alors dès que mon mari rentre du travail, j'aime prendre un moment pour moi, aller faire du shopping, conduire ou faire des courses sans les enfants. Il était aux environs de 8h30 du soir, lorsque je suis arrivé au carrefour que je fréquente habituellement. Je ne suis ni paranoïaque ni anxieuse de nature, mais j'ai assisté à plusieurs séminaires à l'université sur la traite des êtres humains, et j'ai fait de nombreuses recherches pour apprendre à reconnaître les signaux d'alerte et à savoir quelles précautions prendre lorsque je me trouve seul en public, surtout la nuit. Je porte toujours sur moi plusieurs objets de défense personnelle, juste au cas où. Je me suis garé juste en face du magasin à côté d'un emplacement pour Cadiz et j'ai pris note mentalement des véhicules garés à proximité. Encore une fois, ce n'était que des précautions. On m'a appris très jeune à toujours observer mon environnement, et le fait que je sois un peu maniaque du contrôle me rend naturellement attentive. Rien ne semblait inhabituel ce soir-là, et le parking était relativement vide, sans doute parce que c'était un jour de semaine. En entrant dans le magasin, j'ai commencé à faire du lèche-vitrine comme d'habitude, suivant le flux naturel des départements le long de l'allée principale. J'étais là depuis environ 10 à 15 minutes lorsque j'ai remarqué un jeune homme d'une 20aine d'années. Il était grand, mince, et portait un survêtement gris sale en 2 pièces, accompagné de bottes de travail marron. Il m'a regardé, alors je lui ai souri et dit bonjour, mais son visage est resté impassible. Il avait l'air d'être sous l'effet de quelque chose à en juger par son regard, mais il ne semblait pas s'intéresser à mon geste et est rapidement passé à autre chose. Au premier abord, rien en lui ne m'a particulièrement alarmé, si ce n'est que j'ai remarqué qu'il arpentait l'allée principale sans chariot ni panier, les mains dans les poches, et qu'il ne semblait être avec personne.
J'ai continué à faire mes courses sans y réfléchir davantage, me rendant au département suivant. Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué un deuxième jeune homme portant le même genre de vêtements et une paire de bottes de travail similaires. Là encore, il n'avait ni chariot ni panier. Lui aussi m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard lorsqu'il a réalisé que je le regardais directement. À ce moment-là, j'ai commencé à être un peu plus alerte, mais je suis resté calme et ai continué mes courses. Environ 15 minutes plus tard, un troisième homme, plus âgé cette fois, a attiré mon attention, et devinez quoi? Même survêtement gris, même bottes de travail, sans chariot ni panier, juste les mains dans les poches. J'ai supposé qu'il portait une sorte d'uniforme de travail, peut-être des ouvriers du bâtiment. Mais pourquoi ne se déplaçaient-ils pas ensemble? Et pourquoi n'avaient-ils rien à acheter? À ce stade, il devenait difficile de me concentrer sur mes achats. J'avais un mauvais pressentiment à propos de ces hommes, et il devenait évident que quelque chose clochait. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai eu l'impression d'être surveillé par eux, comme s'ils communiquaient entre eux pour suivre mes déplacements dans le magasin. Chaque fois que je changeais de département, l'un des trois hommes ne tardait pas à passer par l'allée latérale où je me trouvais, s'assurant que je remarquais leur présence. Je suis restée totalement vigilante tout en essayant de ne pas paniquer, ni de laisser mes soupçons prendre le dessus. Leur présence avait quelque chose de pesant et d'inquiétant. J'ai donc décidé de tester leurs intentions pour voir si mon instinct ne me trompait pas. J'ai commencé à parcourir les rayons de manière aléatoire et désorganisée, allant d'un département à l'autre, pour voir si les hommes continuaient de passer près de moi aussi souvent qu'ils l'avaient fait jusqu'à présent. À chaque rayon où je me trouvais, l'un d'eux apparaissait quelques minutes plus tard, me fixant du regard en passant. Je me sentais encerclé, comme un animal traqué. Il ne faisait même plus semblant d'être discret, ce qui était la partie la plus effrayante de toute cette histoire, et tout mon instinct me criait de sortir d'ici. Je serrais fermement mon chariot, me disant que s'il s'approchait trop, je pourrais l'utiliser pour les repousser, ou au moins créer une distance entre nous. À ce moment-là, cela faisait environ 1 heure que je faisais mes courses, peut-être un peu plus. J'étais prête à acheter mes articles, mais honnêtement, je me sentais trop mal à l'aise pour continuer à faire des emplettes, même si je l'avais voulu. Ces hommes m'avaient suivi tout ce temps et je commençais à être plus agacé qu'autre chose. Le magasin était également assez vide à ce moment-là, l'une des raisons pour lesquelles j'aime faire mes courses la nuit. Mais cette situation particulière rendait les choses encore plus troublantes. 2 filles d'environ 12 ou 13 ans erraient seules dans le magasin, ce qui a rapidement attiré mon attention, car les hommes les avaient croisées en leur faisant des avances similaires. Mais les filles ne semblaient pas s'en apercevoir. Je les ai discrètement interpellées et leur ai demandé d'aller retrouver leurs parents et de rester avec eux en essayant de ne pas les effrayer. C'était juste mon instinct maternel qui se manifestait, en mode protection totale. Je ne pouvais pas imaginer avoir mes jeunes enfants avec moi ce soir-là. Heureusement, ils étaient à la maison, en sécurité. En me dirigeant vers la caisse, j'ai remarqué que l'un des hommes arrivait derrière moi, marchant à un rythme plus rapide cette fois. J'ai immédiatement stoppé net et les regardé droit dans les yeux alors qu'il s'approchait. Je n'oublierai jamais la noirceur dans son regard. Un sourire inquiétant s'est dessiné sur son visage lorsqu'il a heurté mon épaule, continuant à me fixer tout en marchant à reculons pour maintenir son regard sinistre sur moi en quittant le magasin. J'avais perdu de vue les 2 autres hommes et je détestais cette incertitude. Son message était très clair à ce moment-là. Mon estomac s'est noué et tout mon corps a commencé à trembler. J'ai ressenti une angoisse que je n'avais pas ressentie depuis mon enfance, lorsque je m'étais perdu dans un supermarché, un sentiment de désespoir. Je me suis rapidement dirigé vers la caisse, demandant discrètement à la caissière si je pouvais parler à un responsable. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au cours de l'heure écoulée, demandant poliment à ce qu'un employé masculin m'accompagne jusqu'à ma voiture et qu'ils alertent leur service de sécurité. Lorsque j'ai décrit les hommes aux responsables, son visage s'est affaissé, comme si elle savait déjà de qui je parlais. Elle m'a confirmé qu'elle voyait bien de qui il s'agissait et m'a dit que plusieurs employées féminines les avaient trouvés inquiétants dans le passé. Elle m'a rassuré en me disant que quelqu'un allait m'accompagner jusqu'à ma voiture,
a rédigé un rapport sur l'incident et m'a assuré qu'elle allait prévenir les autorités. Je tremblais encore, mais j'étais soulagé qu'elle me croie et qu'elle s'inquiète pour les autres jeunes employés du magasin. Elle a pris mes coordonnées, puis un jeune employé masculin m'a raccompagné à ma voiture. Ce que j'ai vu en sortant du magasin m'a donné la nausée, confirmant tous mes soupçons. Il y avait une camionnette blanche sans fenêtre garée dans le lot juste derrière ma voiture, à environ 3 places de distance. L'un des hommes était assis sur le siège du conducteur, tandis que les 2 autres étaient appuyés contre le côté de la camionnette, face à ma voiture, essayant de se cacher. Sérieusement, comment pouvait-on être plus cliché et évident? Leur plaque d'immatriculation aurait tout aussi bien pu dire « kidnappeur » à ce stade. Quelles que soient leurs intentions, elles ne semblaient pas bienveillantes. J'ai montré du doigt la camionnette à l'employé en disant « Les voilà », ce qui a immédiatement fait réagir les hommes. Ils se sont précipités dans la camionnette et ont quitté le parking à toute vitesse, sans hésitation. Je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer si j'étais sorti seul jusqu'à ma voiture. Je suis tellement reconnaissante d'être rentrée saine et sauve chez moi pour pouvoir raconter mon histoire. La semaine suivante, j'ai appris qu'il y avait eu plusieurs tentatives d'enlèvement dans le centre commercial parallèle à ce carrefour, et je suis presque certaine qu'il s'agissait des mêmes individus. Il y a environ 6 ans, alors que j'avais 20 ans, je travaillais comme livreuse pour une pizzeria populaire de mon quartier. Au début, je faisais le service de la fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi, mais lorsque le livreur de nuit a été licencié après avoir perdu son permis à cause d'une conduite en état d'ivresse, j'ai été assigné à la tournée du soir. Mon patron avait embauché un ami de la famille qui ne pouvait travailler que durant mon créneau. Pour une raison ou une autre, je ne voulais vraiment pas de ce poste car on ne sait jamais si les gens qui commandent tard le soir veulent vraiment une pizza ou s'ils ont d'autres intentions en tête. Malheureusement, mon patron était un vrai imbécile et m'a essentiellement dit que si je ne voulais pas travailler le soir, j'étais viré. Je n'étais pas en position de refuser, donc j'ai accepté à contre-cœur. Le premier mois s'est déroulé sans problème jusqu'à ce que je doive livrer une pizza à une maison qui se trouvait tout juste à la limite de notre zone de livraison. J'ai entré l'adresse dans mon GPS et la maison se trouvait dans une banlieue assez résidentielle. Je suis arrivé aux alentours de 11 heures du soir. Le quartier était extrêmement calme, mais assez bien éclairé, avec principalement des maisons de ville modernes. La maison où je devais livrer était un duplex. J'ai sonné à la porte et attendu environ 30 secondes. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau et attendu encore 30 secondes, toujours rien. Je me tenais là, un peu nerveuse à l'idée que quelque chose d'anormal puisse se produire, mais heureusement un homme a ouvert la porte. Il semblait avoir une 40aine d'années, il était plutôt grand par rapport à moi, peut-être un peu plus d'1,80 m, mais très mince. Je lui ai dit que sa pizza était là, et il s'est contenté de rester là à me fixer. Je lui ai demandé s'il allait bien et il m'a répondu « Oui, ça va. Désolé, je viens de finir le travail et je suis un peu dans les vapes. » Bon, ça se tient. Il me tend l'argent, je lui donne la pizza, et pendant que je compte la monnaie, il me dit « Vous êtes vraiment belle, vous savez ?» Je n'y ai pas trop réfléchi sur le coup, je l'ai remercié pour le compliment et je lui ai rendu sa monnaie. Je lui ai souhaité une bonne nuit et il m'a répondu de même. Je suis retourné à ma voiture et ai terminé mes livraisons pour la nuit. Quelques jours plus tard, je reçois une commande pour la même adresse. Je me rends à nouveau sur place vers la même heure que la dernière fois et je sonne à la porte. Il ouvre à nouveau, cette fois, très enthousiaste. « Oh, c'est encore vous? Comment ça va ?» Je lui ai dit que j'étais fatigué et que j'avais hâte de rentrer chez moi, ce à quoi il a répondu en riant. Je connais bien ce sentiment. Alors qu'il sortait son portefeuille, il me demande comment je m'appelle. Étant un peu fatigué à ce moment-là, et ne réfléchissant pas trop, je lui ai bêtement dit mon prénom. Encore une fois, alors que je lui rends sa monnaie, il me demande si je pourrais lui donner mon numéro, car il adorerait sortir avec quelqu'un d'aussi magnifique que moi. Wow, minute papillon. Je n'ai littéralement vu ce type que 2 fois pour lui livrer une pizza, je ne le connais pas du tout, et je suis sûr qu'il ne sait presque rien de moi. Il faut aussi mentionner qu'à l'époque, malgré mes 20 ans, j'avais l'air beaucoup plus jeune. Beaucoup de gens me disaient que je ressemblais encore à une adolescente de 15 ans,
et j'espérais qu'il ne le pensait pas et qu'il n'était pas en train de draguer ce qu'il croyait être une mineure. Je suis resté là, gêné pendant quelques secondes avant de lui dire « Désolé, j'ai un copain ». Il a l'air déçu et dit « Ah, d'accord, je vois ». Nous restons là en silence avant que je ne lui souhaite une bonne nuit, puis je retourne à ma voiture. Il ne dit rien mais reste debout dans l'encadrement de la porte, me fixant du regard jusqu'à ce que je démarre et parte. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une impression vraiment étrange concernant cet homme. J'en ai même parlé à mes collègues, et ils ont tous trouvé ça assez effrayant, sauf mon patron, qui a entendu toute la conversation et a prétendu que j'inventais des histoires pour obtenir de la sympathie à cause de mon service de nuit. Une semaine plus tard, alors que je faisais toujours ce service, nous avons reçu une nouvelle commande de ce même client. C'est là que les choses ont vraiment pris une tournure inquiétante. Je suis arrivé chez lui vers 10h30 du soir, et de mon point de vue depuis la route, il ne semblait pas y avoir la moindre lumière allumée dans la maison. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers la porte d'entrée avec la boîte de pizza dans les bras. Alors que je m'approchais de la porte, elle s'est ouverte brusquement, révélant l'homme, cette fois-ci vêtu d'un costume. J'ai sursauté, et il a ri en disant « Désolé si je t'ai fait peur. Je t'ai vu par la fenêtre et j'ai pensé que je pourrais ouvrir la porte pour que tu n'aies pas à frapper. » Je commençais vraiment à avoir peur, car comme je l'ai mentionné, il n'y avait aucune lumière allumée dans la maison. Était-il assis dans le noir tout ce temps? Et si oui, pourquoi? J'ai ri nerveusement et lui ai dit que ce n'était pas grave. Il m'a alors demandé si j'aimais son costume, et je lui ai répondu que oui. Puis il m'a demandé « Est-ce que ça te dirait de sortir avec moi ce soir ?» Quoi? Je lui ai encore une fois dit que j'avais un copain. Il a souri, s'est approché de moi et m'a dit « Allons, une fille de ton âge ne peut pas être dans une relation sérieuse. Si tu sors avec moi, je te montrerai comment un vrai homme traite une fille. » Il a alors attrapé la boîte à pizza et l'a jetée sur le côté, avant de m'agripper les bras avec force. À ce moment-là, j'étais complètement terrifié, essayant de ne pas pleurer à cause de la peur qui m'envahissait. J'ai commencé à le supplier. « S'il te plaît, mec, je veux juste rentrer chez moi. Je ne veux pas sortir ce soir. » Il m'a fixé avec le regard le plus sinistre que j'ai jamais vu sur le visage de quelqu'un, et il m'a dit « Je m'en fous. Entre maintenant, on va passer un bon moment. » Il a commencé à me tirer vers l'intérieur de la maison, et j'ai résisté de toutes mes forces. Après quelques secondes de lutte, il a lâché un de mes bras et a commencé à sortir quelque chose de sa poche, que j'ai supposé être un couteau. C'est alors que j'ai fait quelque chose dont je suis encore reconnaissante aujourd'hui. Pendant qu'il fouillait dans sa poche, j'ai utilisé mon bras libre pour lui donner un coup de poing aussi fort que possible dans l'estomac. Cela l'a étourdi pendant quelques secondes, juste assez pour qu'il desserre son emprise et que je puisse m'enfuir. J'ai couru jusqu'à ma voiture, et alors que je montais à l'intérieur, il s'est précipité vers moi et a essayé de me tirer hors de la voiture, avec le couteau dans l'autre main en criant « Pourquoi tu rends ça si difficile ?» J'ai attrapé une bouteille de soda à moitié vide dans le porte-gobelet et je l'ai lancée, et par chance, elle l'a touché à la tête. Il m'a lâché, j'ai claqué la portière, et soudain, il a sauté sur le capot de ma voiture et a commencé à griffer et frapper mon pare-brise avec son couteau. J'ai mis la voiture en marche arrière aussi vite que possible, reculant rapidement sur la route, tandis qu'il essayait désespérément de s'accrocher. Il frappait littéralement sur le capot en criant « Arrête la voiture !» J'ai tourné sur la route suivante aussi vite que possible, et heureusement, il est tombé du capot. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur pour m'éloigner le plus rapidement possible de cet homme. Dans mon état de panique, j'ai conduit sur quelques pâtés de maison, enchaînant les virages sur des rues secondaires, craignant d'être suivi. Finalement, je me suis arrêté à un feu rouge, et j'ai freiné brusquement, restant figé à l'intersection, pétrifié par ce qui venait de se passer. J'ai commencé à pleurer et à trembler violemment. Je venais de sortir d'une relation assez sérieuse de 4 ans. On était sur le point de se fiancer et d'emménager ensemble, mais tout est tombé à l'eau. J'ai pris du temps pour me retrouver et reprendre ma vie en main. Puis mes amis ont commencé à me pousser à sortir à nouveau. Autant dire que je n'avais ni l'envie ni l'intention de chercher quelque chose à ce moment-là,
mais ils ont insisté pour que je sorte au moins à quelques rendez-vous juste pour me remettre en selle quand je serai prêt. Je pense qu'ils s'inquiétaient vraiment pour moi parce que je devenais assez casanier. J'ai donc fait une rencontre avec une fille qui était rentrée de l'université pour l'été. Elle habitait un peu loin de chez moi, mais elle était vraiment enthousiaste à l'idée de me rencontrer. Elle semblait très intéressée et était même prête à venir dans ma région, etc. Pour être honnête, je n'étais pas vraiment attiré, mais mes amis m'ont encore poussé à y aller, pour pratiquer, comme ils disaient, ce qui, pour eux, ne signifiait pas forcément s'engager. Mais je tiens à être très clair, j'ai été extrêmement honnête avec elle. Je lui ai explicitement dit que je ne cherchais rien de sérieux, voire rien du tout. Je lui ai expliqué que je venais de sortir d'une relation sérieuse et que mes amis m'encourageaient simplement à explorer un peu. Elle a insisté en disant que c'était OK et qu'elle voulait toujours me rencontrer. On a donc convenu de se voir pour un déjeuner décontracté dans un bar sportif la semaine suivante. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà. J'ai été un peu déconcerté par le fait qu'elle ne ressemblait pas vraiment à ses photos. Sans vouloir paraître superficiel, ses photos sur Tinder devaient bien avoir 5 ans, ce que j'ai confirmé en comparant les tatouages qu'elle avait en personne avec ceux qu'elle n'avait pas sur ses photos. J'étais un peu déstabilisé et je n'étais pas du tout attiré par elle. Mais bon, j'étais là pour vivre de nouvelles expériences, non? Je n'allais pas en faire tout un plat. Je me sentais même un peu mal pour elle, car elle semblait incroyablement timide et maladroite. J'ai même remarqué que sa main tremblait quand elle prenait son verre, ce que j'ai trouvé attendrissant. J'ai donc fait de mon mieux pour la mettre à l'aise. J'ai posé des questions, essayé de parler de sujets typiques de rendez-vous, comme ses goûts musicaux, l'endroit où elle avait grandi, ses études, etc. Mais à chaque fois, je n'obtenais que des réponses d'un mot. Ça a duré environ 1 heure comme ça. Elle ne faisait aucun effort pour m'aider à créer une conversation. J'essayais de rester compréhensif, en me disant qu'elle devait juste être très anxieuse, et je peux comprendre cela à un niveau personnel. Ensuite, elle a sorti un livre et m'a dit « Je t'ai acheté ça ». Je l'ai remerciée chaleureusement et je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Après tout, si quelqu'un veut partager un bon bouquin avec moi, je suis partant. Mais elle m'a regardé d'une manière étrange et a dit d'un ton bizarre « Tu te moques de moi là, non ?» À ce stade, j'étais vraiment confus. Elle a continué « C'est ton livre préféré. Tu m'as dit que c'était ton livre préféré. » J'ai répondu que je n'avais jamais entendu parler de ce livre auparavant. Nous avons finalement compris qu'elle m'avait confondu avec quelqu'un d'autre avec qui elle discutait, ce que j'ai trouvé hilarant. Elle était gênée, mais j'ai fait de mon mieux pour minimiser la situation et en rire parce que bon, c'est ça la culture Tinder, non? Après ce moment drôle, et malgré tous mes efforts, elle ne me répondait toujours que par des monosyllabes. Je commençais à suggérer doucement que nous devrions terminer notre rendez-vous en disant que je devais rentrer pour nourrir mes animaux et faire un peu de lessive. Mais elle est devenue insistante et m'a demandé si nous pouvions faire autre chose. Je voulais vraiment être gentil, alors j'ai accepté et nous sommes allés dans un parc à proximité pour nous promener. C'est là que ça a commencé à devenir vraiment bizarre. Nous nous sommes assis sur un banc dans le parc. Il faisait jour. Des enfants jouaient au basket à proximité et des joggeurs passaient de temps en temps. J'ai encore essayé de faire la conversation, mais je ne recevais toujours que des réponses d'un mot. Puis, sans aucun avertissement, elle s'est soudainement mise à m'embrasser, de manière très agressive avec la langue et tout. J'étais tellement choqué que je suis resté là, figé, ne sachant pas quoi faire. Cette fille, si timide qu'elle tremblait, qui n'avait pratiquement pas parlé de tout le rendez-vous, venait de se transformer en une vraie ours, en train de me dévorer le visage en quelques secondes. Ma tête tournait de confusion et d'anxiété. J'ai l'impression que ça a duré une éternité, et je priais pour que ça s'arrête. J'étais tellement mal à l'aise, et honnêtement, j'avais un peu peur de dire, ou de faire quoi que ce soit. Que fait-on dans une telle situation ? Je n'étais absolument pas préparé à ce genre de scénario. Puis, un type vraiment dégoûtant est passé en nous regardant avec insistance et en lançant des commentaires vulgaires. Il a même commencé à nous proposer de faire un plan à 3. J'étais là me demandant « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je dois partir d'ici. » Je me sentais tellement mal à l'aise. J'ai réussi à me débarrasser du type en lui disant poliment « non » plusieurs fois.
Pendant ce temps, elle se contentait de rire et moi, je me demandais qui étaient ces gens. Une fois qu'il est parti, j'ai insisté sur le fait que je devais vraiment rentrer chez moi, mais elle m'a ignoré, s'est approchée de mon visage et m'a demandé « Ça t'a plu? Tu me trouves de sexy? Tu me veux ?» Je vous jure que j'étais tellement nerveux. Je lui ai dit « Je dois vraiment rentrer chez moi. » Et là, elle a demandé « Je peux venir avec toi ?» J'ai dû dire fermement non, plus de 3 fois. Finalement, je suis rentré chez moi, un peu secoué par cette expérience. Cela faisait longtemps que je n'avais pas fréquenté quelqu'un, mais ça m'avait semblé très anormal. Ensuite, elle m'a envoyé un message quand elle est rentrée chez elle, me proposant un deuxième rendez-vous. J'ai été très gentil malgré l'inconfort qu'elle m'avait fait ressentir, et je lui ai dit que je pensais qu'elle était une fille sympa et que j'avais passé un bon moment. C'était un mensonge. Mais je lui ai aussi expliqué que je ne ressentais rien et que je lui avais bien dit que je ne cherchais rien. Elle m'a ensuite bombardé de messages confus, disant qu'elle ne comprenait pas et qu'elle pensait que j'étais très intéressé, que tout s'était bien passé. Je n'ai pas répondu à ces messages, car elle franchissait clairement mes limites. J'avais dit ce que j'avais à dire et pensais avoir été correct en étant honnête. Les messages ont continué, et je me disais qu'ils finiraient en bien par s'arrêter. Ce n'était qu'un premier rendez-vous après tout. Comment pouvait-elle être aussi bouleversée après un seul rendez-vous? Mais les messages ne se sont pas arrêtés. À en juger par la quantité de textos, on aurait dit qu'on venait de rompre après 2 ans de relation. Ensuite, elle a commencé à m'appeler, et c'est à ce moment-là que j'ai dû bloquer son numéro. J'ai grandi dans une famille chrétienne assez stricte mais aimante, dans une région très religieuse des États-Unis. Mes parents n'étaient pas du tout déraisonnables dans leurs règles et avaient de très bonnes intentions, mais comme la plupart des adolescents, j'ai enfreint quelques règles en chemin. L'été avant mon entrée à l'université, j'ai commencé une relation avec un garçon légèrement plus âgé que moi. Je le connaissais depuis le lycée et il étudiait dans l'université où j'allais bientôt entrer. Jean était vraiment un bon parti. Il était extrêmement beau, avait été dans l'équipe de football et bénéficiait d'une bourse académique complète. Drôle, talentueux et très sociable, il n'y avait pas grand-chose à ne pas aimer chez lui. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre amour commun pour les blagues et notre engagement à ne pas boire d'alcool. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il avait son propre appartement à l'université, à environ 4 heures de route de chez mes parents. Il m'était donc facile de m'y rendre en prétendant aller voir une autre amie ou en passant la nuit chez une copine locale. Mes parents ne savaient même pas que j'avais un petit ami. Je venais tout juste d'avoir 18 ans et je profitais de cette nouvelle liberté pour être un peu rebelle, tout en vivant toujours sous l'autorité de mes parents et en respectant en grande partie leurs règles. Ils m'ont toujours encouragé à être une libre penseuse et à définir mes propres valeurs et morales. Je leur ressemblais beaucoup finalement, car ils sont vraiment formidables. Ma mère, avec beaucoup de sagesse, m'avait conseillé de ne pas coucher avec n'importe qui, un conseil que je suivais avec ferveur. Donc, bien que je n'ai aucun problème à passer la nuit chez mon petit ami, j'étais décidé à ne pas avoir de relations sexuelles avec lui. Jean semblait bien le prendre et respecter ma décision. Un jour, en plein milieu de l'été, j'ai eu 3 jours de congé d'affilée. J'ai donc décidé de faire la route pour aller voir Jean, et je suis parti tôt le matin. Il était très excité de me voir, et nous avons passé une super journée. Des batailles de pistolets nerfs, lire du Stephen King, et s'embrasser. Nous sommes sortis dîner et sommes rentrés pour ce que je pensais être une soirée tranquille. Mais en entrant dans son appartement, j'ai remarqué qu'il avait une boîte de préservatifs. Il avait déjà essayé ça auparavant, donc je n'y ai pas prêté trop d'attention, et lui ai fermement dit que ça n'allait pas se passer ainsi. Ce qui s'est déroulé par la suite après cette interaction apparemment anodine me hante encore aujourd'hui. Le sourire de Jean a disparu, et son regard est devenu froid, effrayamment froid. J'étais assise à la table de la salle à manger, dos contre le mur, et lui se tenait à l'autre bout de la petite table. « Tu me dégoûtes. J'en ai marre de toi. Tout ce que tu fais, c'est me mener en bateau, » a-t-il dit. Nous étions des blagueurs invétérés, toujours sarcastiques l'un envers l'autre. Mais,
Même si son attitude me faisait frissonner, je pensais qu'il plaisantait. Après tout, je connaissais Jean depuis des années. J'ai réfléchi longtemps à tout ça, et tu es morte. Je ne fais plus ça. Tu me dégoûtes, et je te hais. Tu es morte pour moi, a-t-il poursuivi d'un ton étrangement calme, avec une légère pointe de colère que je n'avais jamais entendue chez lui. J'ai remarqué qu'il serrait les poings, des veines saillantes le long de ses bras. Pour la première fois dans notre relation, je me suis senti en danger avec lui. Il n'a pas détourné le regard, et moi non plus. Son appartement était situé au 2e étage du campus, et c'était l'été. Je n'avais vu personne d'autre dans le bâtiment, ni de voiture sur le parking. Même si j'avais pu passer devant lui, ce qui était presque impossible, mes seules options étaient de déverrouiller la porte du balcon et de sauter, ou de courir sur environ 5 mètres dans le couloir jusqu'à la porte d'entrée, qui était fermée à double tour et s'ouvrait vers l'intérieur. Ensuite, il fallait descendre un escalier qui menait à un parking vide. Si je ne pouvais pas atteindre ma voiture, ma seule option était de fuir dans les bois à proximité. Bien que je sois sportive, je n'avais aucune chance contre lui physiquement. Je me suis concentré sur lui, en me disant à moitié qu'il plaisantait. Il devait plaisanter. Il allait éclater de rire d'une seconde à l'autre, et nous reprendrions notre belle journée. Mais non, il a continué à parler, et je ne peux même pas répéter ce qu'il a dit. C'était trop graphique et spécifique pour que je l'écrive ici. Il m'a décrit en détail l'agression sexuelle qu'il avait prévue pour moi. Si je survivais, il me traînerait dans les bois voisins, me tuerait et abandonnerait mon corps dans un endroit isolé que nous avions exploré ensemble. Il a fait un geste vers des sacs qu'il avait sur le comptoir. « C'est là que ton corps sera dans 1 heure », a-t-il dit. À ce moment-là, j'en avais assez. Son plan était bien trop élaboré pour être improvisé. Je suis petite, mais têtue. J'étais prête à me battre jusqu'à la mort s'il le fallait. Et j'ai aussi un très bon poker face quand il le faut. C'était mon tour de le fixer avec toute la férocité dont j'étais capable. Je me suis levé et j'ai dit la première chose qui m'est passée par la tête. Je suis encore fier du calme inébranlable que j'ai montré, alors qu'à l'intérieur, je suppliais Dieu de ne pas me laisser mourir. T'es vraiment drôle. J'ai failli te croire pendant 1 seconde, ai-je dit. De toute façon, ça n'aurait pas marché, parce que ce que je voulais te dire avant que tout ça n'arrive, c'est que mon père m'a demandé de rentrer ce soir. Il a besoin d'aide demain matin pour le jardin, pour l'anniversaire de maman, parce que mon frère Pierre s'est fait mal au dos, et je lui ai dit que je l'appellerai dès que je serai sur la route, dans 1 demi-heure. C'était un mensonge, et pas particulièrement bon, mais je l'ai livré de manière convaincante. J'ai brandi mon téléphone devant lui et lui ai dit qu'il pouvait expliquer à mon père pourquoi je ne rentrais pas ce soir s'il voulait vraiment que je reste. La bouche de Jean s'est ouverte alors qu'il me regardait. Je plaisantais, a-t-il marmonné, les poings toujours serrés. « Salut », ai-je répondu tout en le contournant. Mon bluff avait marché. J'ai pris mon sac et suis sorti dans le couloir, mais je pouvais sentir son regard brûler dans mon dos. L'énergie électrique de la pièce m'ordonnait de bouger lentement. Je suis parvenu à déverrouiller la porte d'entrée et suis sorti. Je me suis battu contre l'envie de courir dans les escaliers. J'étais encore trop loin de ma voiture pour pouvoir le battre s'il décidait de me poursuivre. Et je refusais de lui donner la satisfaction de me voir apeuré. J'ai marché tout le long du parking. J'ai toujours eu l'habitude de me garer le plus loin possible, près des bois où il avait dit qu'il me tuerait. Je savais qu'il me regardait tout du long. Je pouvais sentir ses yeux suivre chacun de mes mouvements. Alors que je passais devant son appartement en voiture, j'ai vu son ombre derrière la fenêtre du balcon. J'ai fait un signe de la main alors qu'il me fixait. J'ai roulé quelques kilomètres jusqu'au supermarché le plus proche, un Walmart. Il était encore tôt et le soleil commençait juste à se coucher. Les gens déambulaient dans le parking, totalement inconscients de ce que je venais de traverser. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai éclaté en sanglots. Puis, j'ai conduit pendant les 4 heures qui me séparaient de chez moi. Bêtement, je ne savais pas comment traiter ce qui venait de se passer et j'ai relégué cette expérience dans un coin de mon esprit. J'ai passé les années suivantes à éviter Jean. Les rares fois où j'y pensais, je me blâmais moi-même d'avoir été si naïve. J'ai finalement raconté l'histoire à ma mère 4 ans plus tard et j'ai pu commencer à la traiter.
À l'âge de 19 ans, j'ai quitté l'Oregon pour m'installer en Floride avec mon petit ami de l'époque. Dans ma tête, je m'imaginais des plages de sable blanc et Mickey Mouse. Mais à la place, j'ai eu droit aux marécages, aux insectes et aux routes poussiéreuses. Nous vivions dans une petite ville appelée Hawthorne, juste à l'extérieur de Gainesville. Il y avait littéralement un seul feu rouge et peut-être 4 magasins, Dollar General, le marché de Steve, la pharmacie de et le barbecue de Sonny. Super. Bref, j'ai trouvé un emploi dans un magasin appelé Eckhards, situé au centre de la ville, juste à côté de l'épicerie, donc tout le monde y faisait ses courses. Après environ 3 mois à travailler là-bas, un jour, en arrivant pour commencer mon service, le gérant m'a appelé dans son bureau. Sur son bureau, il y avait entre 30 et 40 lettres ouvertes, toutes adressées à la main, à moi. « Tu connais cette personne ?» m'a demandé mon gérant. J'ai répondu « Non ». Il m'a alors dit de lire l'une des lettres. J'ai choisi la plus joyeuse, une lettre jaune vif. À l'intérieur, il y avait 2 lettres manuscrites et un découpage d'une photo de magazine représentant une femme avec de longs cheveux blonds, exactement comme moi. Mon gérant me regardait attentivement pendant que je lisais. Je feuilletais rapidement, essayant désespérément de comprendre pourquoi j'étais là. Ce que j'ai lu ressemblait surtout à quelqu'un qui imaginait comment ce serait de passer du temps avec moi. Une grande partie du contenu était de nature sexuelle. Il y avait des descriptions et des commentaires sur mes cheveux, sur le fait de les laver et de les sentir, et quelque chose à propos de la lumière de la lune. Certaines phrases étaient surlignées, d'autres soulignées. Ma première pensée fut « Est-ce que je vais me faire virer ?»« Tu connais ce type, David Elrod ?» a-t-il demandé. « Oui, je crois, ai-je répondu. C'était ce grand gars mince, avec des lunettes épaisses et des cheveux blonds foncés frisés. C'était un habitué. Il venait quelques fois par semaine pour acheter du Coca Light et des médicaments pour sa mère. Il devait avoir une 20aine d'années, et il était visiblement en difficulté sur le plan social ou mental. Il lui arrivait de me parler un peu quand je passais ses achats à la caisse, et 1 ou 2 fois, il est resté un peu trop longtemps près de moi ou m'a fixé, mais je pensais qu'il avait juste du mal à ajuster ses yeux ou qu'il avait de mauvaises compétences sociales. Par rapport à certaines autres personnes que j'avais rencontrées en Floride, il ne me semblait pas dangereux, donc je n'y avais jamais prêté trop attention jusqu'à ce jour dans le bureau d'Eckhards. Je savais qu'il avait écrit ces lettres à cause d'un incident étrange survenu 2 semaines auparavant. Alors que je travaillais, il était arrivé derrière moi et avait touché, voire caressé mes cheveux. J'avais dû retirer mes cheveux de ses mains, et il s'était excusé. Bizarre mais sans grand mal. Je suis retourné à mon travail sans y penser. Après avoir raconté cela à mon gérant, il m'a informé que ce client allait être banni du magasin et que je pouvais rentrer chez moi pendant qu'il réglait les détails. Quels détails? J'étais confuse en quittant le magasin et en rentrant chez moi. 2 heures après être rentré de ma journée de travail écourtée, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ce qui ressemblait à une équipe du SWAT. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des hommes en tenue tactique, armés de grosses armes, 2 hommes en costume et plusieurs policiers en uniforme. Tout semblait se passer au ralenti. J'ai ouvert la porte et une policière a brandi quelques lettres qui me semblaient étrangement familières. « Est-ce qu'on peut entrer et vous parler de ces lettres ?» a-t-elle demandé. Réaliser que toute la ville avait lu ces lettres me donnait envie de m'évanouir. « Je ne connais même pas vraiment ce type », leur ai-je dit. Nous nous sommes assis sur mon canapé et elle a commencé à parler. Du coin de l'œil, je voyais mon copain me lancer des regards noirs depuis la chambre. La policière a mentionné les lettres d'Eckhards. En tentant de remettre une interdiction de pénétrer dans le magasin, ils avaient voulu parler directement à David. Elle a expliqué que tout le département était au courant de David. Les agents l'avaient confronté chez lui et avaient tenté de lui remettre l'interdiction, mais il n'avait pas bien pris la nouvelle. Pendant plus de 45 minutes, il a insisté en disant que c'était une grosse erreur, que je voulais vraiment lui parler. Il était agressif et persistant, mais la police a décidé de poursuivre des accusations de harcèlement. « Des accusations de harcèlement ?» ai-je demandé. Elle a continué. « Il faut que vous sachiez que David a tué et partiellement démembré sa mère quand il avait 12 ans.
Il est sorti d'un centre psychiatrique pour mineurs il y a moins de 4 ans. Nous avons trouvé des choses inquiétantes chez lui. Elle a poursuivi. Nous pensons qu'il vous traquait. Mon esprit a commencé à vagabonder à ce moment-là. David a été arrêté le lendemain pour m'avoir harcelé après avoir été retrouvé sur le parking des Cards. La dernière information officielle que j'ai reçue, c'est qu'il avait été renvoyé dans un hôpital psychiatrique, au moins temporairement. Je n'ai pas eu l'occasion de lire les lettres en entier avant qu'elles ne soient classées comme preuve, ni d'avoir des explications complètes sur ce qu'ils ont trouvé chez lui, donc je n'ai jamais eu une vue d'ensemble de ce qui se passait vraiment. Mon copain, à l'époque, a été un vrai salaud à propos de toute cette histoire, alors je suis retourné en Oregon une semaine plus tard. Et puis, qui voudrait rester quand Norman Bates s'est pris de fixation pour vous ?